Le débat, le cercle RH, le débat d'actu pour parler du sujet qui nous concerne tous. Les images, vous les voyez évidemment tout au long de la journée, cette guerre contre l'Iran, ces bombardements, ces bateaux bloqués au détroit d'Ormuz, l'impossibilité bien évidemment de pouvoir acheminer le pétrole et les Échos qui titraient le baril à $100, qui veut dire plein de conséquences pour notre économie, peut-être même pour notre niveau d'emploi et donc pour le chômage. On en parle avec mes invités. Marine Balançard est avec nous. Bonjour Marine. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir dans le débat d'actu, directrice générale d'Ariséal, autrice avec un co-auteur d'ailleurs d'un livre passionnant sur la dyslexie au travail. Les 10, c'est bien ça. Édition Erol. Erol, absolument. Merci d'être là. À vos côtés, le retour de Jean-Christophe Sibéras. Très très heureux de vous accueillir, cher Jean-Christophe, président de Newbridge, et vous fûtes DRH de plusieurs grandes entreprises, mais aussi, et ce n'est pas une entreprise, DRH de l'ANPE. Pôle emploi. À l'époque de Pôle emploi. Ouais. Excusez-moi, je vous ai un peu vieilli en parlant de la NPE, je m'en excuse. Alexandre Lamy est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Avocat en droit social, vous avez créé ce think tank qui s'appelle NEOS. D'abord, un petit mot sur la manière, non pas qu'on soit des géopoliticiens, et l'enjeu n'est pas évidemment de faire de la géopolitique de comptoir, mais comment vous regardez la situation économique des fenêtres où vous vous situez et à travers les entreprises que vous croisez et que vous rencontrez. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Inquiétude, on n'a rien à craindre, un baril à $100, c'est terrible, Alexandre? Non, parce que non, c'est pas terrible. On est encore à un niveau de choc et donc pas de crise à ce stade. En revanche, le choc impacte 3 leviers majeurs de l'économie qui impactent directement les entreprises. 1, le prix de l'énergie, donc le coût de production. 2, la confiance économique. Et 3, la stabilité du commerce international. Et on le sait, on l'a déjà vécu, le choc économique, pour ne pas parler de crise, entre nécessairement dans l'entreprise, et on va le voir. Les tensions vont apparaître rapidement sur la question du pouvoir d'achat. Le gaz, l'essence. Et donc le gaz, l'essence, et donc la question du pouvoir d'achat va de nouveau se poser dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre du dialogue social. Et si les crises géopolitiques se jouent entre États, les conséquences économiques, comme souvent, se gèrent et se négocient dans l'entreprise. Juste, Jean-Christophe, Marine, les crises se succèdent, puisqu'on a eu la crise Covid, puis on a eu la crise ukrainienne, qui a eu aussi une crise de l'énergie, on a la crise iranienne, et on a par ailleurs notre crise à nous, bien française, de nos déficits. Et ce qui vaut la une aujourd'hui des Échos, qui explique que le cornu est coincé. Il n'a aucune marge de manœuvre possible, parce que bien sûr que le prix de l'essence va progresser, il a déjà pris 15 à 20 centimes minimum. En fait, on n'a aucune marge de manœuvre. On est spectateur de la situation là. Alors, c'est vrai que ce qui est nouveau, je pense, c'est que la conscience de la dette en France, qui a été longtemps pas perçue, c'est assez frappant de voir sur le terrain les 3 000 euros, les 3 500 milliards d'euros de dette. Oui. C'est maintenant dans le... voilà. Et du coup, il y a la conscience de la contrainte, elle est quand même beaucoup plus forte qu'avant. Donc on accepterait mieux une hausse du prix de l'essence au prétexte qu'on a une dette. Ou plutôt une non-décision de compenser ou de réduire de force le prix de l'essence par rapport à ce qui s'était passé au moment du Covid. Donc on peut dire, il suffit de baisser le prix des taxes. Mélanie le fait en Italie, il suffit de baisser nos taxes. Voilà. Mais effectivement, en tout cas en France, le degré de contrainte, bon, en ce moment, il y a les élections municipales, si vous baladez un peu sur le terrain, c'est mon cas. Les contraintes, quand il s'agit de... Les maires qui veulent dépenser, par exemple, beaucoup d'argent, est-ce que c'est le moment d'avoir des projets pharaoniques? Enfin, c'est des choses comme ça qu'on entend. Et du coup, enfin, dans ce contexte un peu sombre, disons-le, il y a quand même des prises de conscience progressives en France, qu'on le veuille ou non, qui finissent par s'instiller. Ça ne résout pas les problèmes des boîtes, parce que dans les boîtes, pour prendre un exemple très simple, les NAO sont presque toutes terminées aujourd'hui. Elles ont été basées sur des niveaux d'inflation beaucoup plus bas.
qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes basé sur un niveau d'inflation à 1 ou 1,5 dans les prévisions, que l'accord, ça y est, il est signé, il est réglé, ou l'entreprise a décidé de faire, et dont on annonce et que tout d'un coup, on vous dit l'essence, rappelons quand même que 72% des Français vont au travail en voiture. C'est pas tout à fait rien. C'est un impact psychologique. De ce qui se passe. Voilà. C'est des euros et c'est effectivement des impacts psychologiques. Marine Balançard, juste pour faire ce fil rouge, on a lu dans la presse le mot stagflation qui commence à poindre. Et alors, on ne parle pas d'une crise, mais d'un choc, parce que pour l'instant, ça fait que 8 jours que les Américains bombardent, donc on n'est pas encore rentré dans un long trend, mais stagflation, c'est très très mauvais. On était déjà en très mauvaise situation économique avant le début de la guerre en Iran, on est d'accord? Oui. Ça ne va rien arranger, tout ça. Non. D'un point de vue macroéconomique, c'est pas bon, mais dans les prises de conscience que vous évoquiez, moi je pense que c'est le grand retour de la géopolitique dans les entreprises, c'est-à-dire que on ne veut pas faire de géopolitique de comptoir, mais maintenant, avec l'enchaînement des crises, on a eu, comme vous le disiez, le Covid, l'Ukraine et maintenant l'Iran, on est obligé dans les entreprises d'intégrer la géopolitique, de comprendre, on parlait des entreprises qui devaient recruter des Chief Geopolitical Officers afin d'éclairer la décision. Oui, mais là, en fait, on est obligé de comprendre ces décisions qui semblent irrationnelles, ces décisions des États, qui ont un impact direct sur la vie des entreprises. Parce que une fois qu'on a pris conscience de la dette, qu'on se dit, on a une dette, il faut faire attention. Une fois qu'on a expliqué aux salariés dans l'entreprise qu'on est dans un contexte international de tension, qu'il faut faire de la pédagogie, concrètement, est-ce qu'on a des marges de manœuvre? Parce que l'enjeu de la stagflation, c'est une augmentation des prix du pétrole, une augmentation des taux d'intérêt et une contraction de l'économie et donc du chômage. Enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec cet enchaînement? Oui, c'est exactement le risque qu'on encourt. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que face à l'augmentation des coûts de production et face à l'incertitude économique, les contraintes budgétaires vont être encore plus importantes pour les entreprises. Et donc, les investissements, qui étaient déjà pas à un niveau extraordinaire, vont être revus encore une fois à la baisse. Et les arbitrages budgétaires vont être encore plus stricts, et notamment s'agissant de l'emploi et des recrutements. Donc oui, il va y avoir un impact direct sur le chômage de façon assez évidente. Mais la France, l'Europe est moins dépendante des hydrocarbures que d'autres pays. La Chine, en fait, tout ce qui passe par le détroit d'Ormuz part à 80% en Chine. La France est assez protégée, en tout cas de ça. Une des conséquences, c'est d'accélérer la transition écologique. On a déjà un bien meilleur mix énergétique que la Chine et que les États-Unis. Puisque vous ouvrez le sujet, vous avez vu que dans les thématiques, les entreprises les plus impactées, on parle des agriculteurs qui vont devoir payer peut-être 10, 20, 30% plus cher leurs engrais. Eh bien, justement, ça confirme ce que je viens de dire sur la nécessité d'accélérer la transition énergétique, ce qui est justement le parti pris de l'Europe, de la Chine aussi, mais elle est beaucoup plus en retard que nous, ou moins avancée, puisqu'elle n'a pas encore atteint son pic d'émissions de CO2. Nous, on l'a dépassé, on est plutôt en réduction en Europe. Et donc, en fait, cette crise qui va peut-être pas durer, puisque le président Trump vient de dire que ça n'allait pas durer, le prix du pétrole a déjà baissé. Je pense qu'il s'adressait au marché, non? Vous avez pas l'impression? Oui, je pense qu'il parlait au marché, non? Et au cours du pétrole, oui. En fait, comme c'est ceux qui influent sur le marché. On ne connaît pas son objectif de guerre. L'état final recherché, on ne le connaît pas. Est-ce que c'est de détruire le régime? Est-ce que c'est d'ennuyer la Chine en faisant monter le prix du pétrole? Ou détruire les réserves nucléaires qui n'ont toujours pas trouvé? Ou détruire les réserves nucléaires? On ne le sait pas. Les 400 tonnes. Et il maintient le flou, soit par stratégie, soit parce qu'il n'a pas de stratégie, ce qui, je pense, c'est la première option. Mais nous, en tout cas, nos entreprises françaises doivent s'armer effectivement contre ces risques géopolitiques. Donc, le mettre dans leur cartographie des risques. C'est-à-dire, le prix de l'énergie n'est plus une variable, c'est un risque systémique. Maintenant, on l'a vu, ça fait 3 fois de suite. Depuis et ça change la prise de décision. Non, la carte du pétrole, c'est la carte de guerre. Non, parce que le premier choc pétrolier, on était totalement dépendant des hydrocarbures. C'est plus le cas maintenant. C'est vrai. Et donc, doucement. Maintenant, ça devient un pilotage du risque énergétique. Et si on mettait les pieds dans le plat, Jean-Christophe Sibéras, parce qu'on se dit, rappelez-vous le Covid, c'est un économiste qui s'appelle Mabrouk Chetouane, j'ai noté cette phrase, qui dit le paramètre clé sera la durée du conflit. En un mot, si ce conflit dure, évidemment, on va passer d'un choc à une crise et on va arriver dans la situation du Covid où, rappelez-vous, le ministre Le Maire, ça lui a d'ailleurs été reproché, on dit qu'il a
cassé, il a pété la caisse en offrant, en proposant un chômage pour tous les salariés, et on en paye aujourd'hui les conséquences. Est-ce qu'aujourd'hui, ce type de crise très, très violente est une remise en question, ou peut être une remise en question de notre modèle social? Parce que cette question, elle est posée depuis longtemps. Ou l'inverse, c'est-à-dire que la question des solidarités, c'est évidemment la question, le Covid, là, il y a une réponse à nos solidarités, d'ailleurs une réponse, il faut quand même le rappeler, qui a été très positive. Franchement, la résilience, comme on dit parfois, des économies, des personnes, des gens, de leur vie, elle est due en fait à des facteurs de solidarité qui étaient déjà en place et qui ont été activés très fortement. À quel prix, disent certains. Voilà, mais en même temps, le système n'a pas cassé. Et c'est vrai que quand on se déplace dans un certain nombre de pays qui n'ont pas tous ces filets, on mesure à quel point la crise Covid a été vue différemment et pratiquée différemment ailleurs. Est-ce qu'on a encore les moyens de notre modèle social sans être un grand spécialiste de géopolitique, mais je ne pense pas que le monde puisse se permettre que le détroit d'Ormuz soit bloqué durablement. Ça me semble clair. Et quand je dis le monde, c'est pas seulement les États-Unis, c'est l'Asie, etc. Donc de toute façon, je ne sais pas très bien ce qui va se passer, mais enfin il va y avoir des actions pour libérer les flux de circulation, parce que c'est comme le sang. Quand vous bloquez le sang, tout à fait. À un moment donné, si vous voulez, l'être humain, voilà. Alors, Alexandre, est-ce qu'une crise longue, comme l'évoque Mabrouk-Chétoine en disant que la variable, c'est la durée de cette crise, et donc évidemment l'impact d'un coût énergétique plus lourd, d'un prix de l'essence plus lourd, de conflits sociaux plus lourds, est-ce que c'est encore une fois peut-être un coup de boutoir supplémentaire dans notre modèle social? Un coup de boutoir, non, dans le modèle social. En revanche, ce qui est de façon assez certaine, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'on n'a plus les moyens de notre politique sociale. On ne cesse d'alimenter le tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire que ce que vous évoquiez, le tic des mesures en toc. Soit on baisse le niveau de fiscalité comme le veulent certains, soit on baisse le prix, et on n'a plus les moyens de nos ambitions. Donc oui, le poids de la dette est tel aujourd'hui que ce que fait le gouvernement, d'ailleurs nous n'avons pas d'autre choix que d'agir sur non pas le prix du baril pour protéger, et on ne peut pas le faire, mais d'attendre et de faire le don. Donc de subir. Donc de subir. Donc de subir et donc de creuser un peu plus nos déficits. Alors, sauf sous la réserve que vous évoquiez, qui est d'accélérer, et c'est la seule mesure qui soit viable aujourd'hui, d'accélérer sur la décarbonation et d'accélérer la transformation de l'usage de l'énergie vers une énergie décarbonée et électrifiée. Vous n'êtes pas d'accord, Marine? Non, je ne suis pas d'accord, puisqu'on n'attend pas aux Andorrons. On envoie un porte-avions et quasiment l'entièreté de notre flotte vers le détroit d'Ormuz. Donc on participe à la décongestion. Ben oui, mais on va participer à la décongestion de ce goulet d'étranglement. Les bateaux passent en réalité. Il y a 5 à 10% des bateaux qui passent. Il y a des oléoducs qui envoient le pétrole là où il faut. Oui. Encore quelques bateaux. Très peu. 10%. Ouais. Ben oui, mais c'est pas rien. Avec un risque majeur pour chaque bateau qui passe. Le plus gros risque, c'est pour les engrais, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que le détroit d'Ormuz. Mais on n'attend pas aux Andorrons. Je pense qu'on est hyper actif dans la participation à notre échelle, cette action. À notre échelle. À l'échelle du pays, mais c'est énorme. Oui, à notre échelle. Voilà, et quand... je ne pense pas qu'on soit complètement inactif. Je pense que c'est même le contraire. Vu la taille de notre pays, on est plutôt hyper impliqué. Et on n'a qu'un seul porte-avions, il est là-bas. C'est exact. 3 porte-avions américains, et encore, ils peuvent en déployer peut-être 3 autres supplémentaires qui risquent d'arriver. Mais quand même, excusez-moi, j'ai un peu une marotte, mais cette crise, si elle dure encore un mois, et de toute évidence, Donald Trump fait des incantations, mais on sait que les Iraniens vont résister, peuvent résister, ça veut dire que très rapidement, les entreprises vont devoir repenser leur volume de consommation d'énergie. On va repartir un peu dans le modèle de la crise ukrainienne, c'est-à-dire, attention, fermer les radiateurs. Les entreprises se posent déjà la question de savoir... Jean-Christophe parlait des NAO, la pression sociale dans l'entreprise, elle commence déjà à se faire sentir. Est-ce qu'on ne doit pas réouvrir certaines négociations? Est-ce qu'on ne doit pas mettre en place des mesures d'accompagnement spécifiques pour les salariés? Le climat social n'est pas bon, par exemple. Non, le climat social n'est pas bon. Et on l'entend déjà poindre, le versement de primes de transport, la nécessité de mettre sur la table des forfaits de mobilité durable. On bascule toujours sur l'idée il faut faire des primes, on donne des chèques. Absolument, absolument. Mais parce que c'est ce que je disais tout à l'heure.
Encore une fois, la géopolitique se joue entre États, mais les conséquences économiques, elles se négocient dans l'entreprise par le dialogue Ça, c'est social. vrai. Jean-Christophe Et on y revient. Sibéras, vous en pensez quoi? Parce que les chèques, alors le chèque énergie, le chèque alimentation, le chèque... Mais sauf qu'on n'a plus d'argent, vous le disiez vous-même. Oui, mais attention, là, ce qu'évoque, il y a deux choses. Il y a les chèques de la solidarité nationale, et puis il y a ce que peut faire l'entreprise avec ses propres moyens. D'accord. C'est vrai que, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui, en tout cas en province, qui n'aident pas leurs salariés à se transporter. Enfin, il y a une règle des 50% remboursés. Oui, mais sur les transports en commun. Mais quand vous êtes en Il voiture, n'y en a pas. vous n'avez pas. Donc c'est vrai que là, d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Ça, c'est des choses qui sont des choses qui peuvent être imaginées. Très honnêtement, moi-même, dans ma carrière de DRH, pendant longtemps, j'ai rien fait pour les transports. Puis un jour, on s'y est mis. Pourquoi? Parce qu'on vous a aiguillonné, on vous a dit, mais attendez... Pendant longtemps, sans doute qu'on considérait, même le consensus des DRH, on va dire, c'était le transport, c'est la collectivité publique, c'est le pass, c'est l'État. la carte orange, enfin, etc. C'est à l'État. Et puis nous, de toute façon, on a un versement transport qu'on paye les entreprises, donc finalement, tout ça, c'est socialisé. Et puis finalement, il y a un certain nombre de DRH se sont dit, mais attendez, malgré tout, il y a des salariés qui viennent de très loin, on a quand même intérêt qu'ils viennent, que ça soit pas trop compliqué pour eux, et on a commencé à avoir des politiques apparaître sur des financements d'entreprises, de transport, avec des taux modulés en fonction de l'éloignement. Et ça a progressé sur plein d'autres sujets d'ailleurs aussi. Voilà. Et c'était pas, objectivement, c'était pas idiot. Peut-être au lieu de mettre 0,1% d'AG, d'augmentation générale des salaires de plus, de se dire on va faire une prime transport modulée, donc on n'est plus dans le général, on s'adapte aux salariés, on fait attention à sa réalité personnelle, à son éloignement du domicile. Moi, je veux dire, c'est des choses qui se sont mises en œuvre, et tant mieux. Donc, il y a quand même des solutions qu'il faut sans doute reprendre maintenant, mais qui sont souvent déjà en place. Et qui ne doivent pas être coûteuses pour les finances publiques, c'est le papier des Échos d'aujourd'hui, parce que le Cornu n'a pas de marge de manœuvre, on est d'accord. Mais il ne faut peut-être pas crier avant d'avoir trop mal, puisque si le conflit s'arrête rapidement... Vous y croyez sincèrement, oui. Marine Balançard? Vu ce que je vois que les États voisins de l'Iran ne ripostent pas. Ils ne font que se défendre. Je vois qu'il y a des annonces que la guerre ne va pas durer et que l'Iran, qui veut absolument maintenir son régime, c'est sa ligne rouge. Donald Trump n'a pas l'air de dire qu'il veut la fin du nouveau guide suprême. Donc, je pense que ça peut s'arrêter assez rapidement. L'Iran a montré qu'elle pouvait nuire. Les États-Unis ont montré qu'ils étaient puissants. On a envoyé un signal à la Chine. Nous sommes là aussi. Et ça peut tout à fait se terminer rapidement. Marine Balançard joue la voix de la France. Elle est la voix de la France sur ce plateau. Elle nous explique qu'on a envoyé notre porte-avions et 3 frégates. Est-ce qu'il y a aussi un risque, dès lors que la guerre sera finie, puisque essayons de penser le coup d'après, la place de la France et de l'Europe dans le redécoupage, parce que l'enjeu, il y a beaucoup de pétrole, il y a beaucoup d'enjeux économiques. Les Américains, évidemment, sont en première ligne. Est-ce que là aussi, on n'a pas un petit décrochage? Parce qu'on a un coup à jouer quand même aussi. Mais l'Europe est très dépendante des hydrocarbures. On n'en a pas. Trop dépendante. Voilà, on a éventuellement la Norvège, mais on n'a rien sinon. C'est ça notre point faible. Et donc, notre force, notre puissance, c'est justement cette transition énergétique, cette capacité à se diversifier. Mais ça coûte cher, une transition énergétique. Oui, mais elle est quand même bien avancée déjà, puisque je crois qu'on a pratiquement 20% de l'énergie qui est décarbonée. Et on exporte et plus le nucléaire, oui. Plus le nucléaire à exporter. Mais vous pensez que la durée de ce conflit qui est face à nous, et qui est assez effrayant d'ailleurs, parce que on voit des populations qui sont muselées, cadenassées au sol, des bombes qui tombent un peu partout sur ce golfe Persique, vous le voyez de courte durée. Vous, Jean-Christophe Sibéras, c'est un vœu pieux? Mais en fait, il n'y a pas de réponse de l'Iran. Ils envoient quelques drones. Finalement, le nombre de missiles, on les compte, c'est pas énorme. Sauf qu'ils ont des hommes au sol. On dit qu'il y a 1400 drones, mais 1400 drones, c'est ce qu'envoie la Russie en 2 nuits sur l'Ukraine. Donc, non, mais il y a une attrition, ce conflit, pour plein de raisons extrêmement puissantes, ne peut pas durer. Ceux qui vont faire les frais, évidemment, c'est les Iraniens et Iraniennes, surtout, d'ailleurs, pour le coup. Mais ce conflit,
la tectonique des plaques est tellement forte que... Il y a beaucoup de paramètres qui indiquent qu'il ne faut pas que ça dure. Disons-le comme ça. Et donc, l'annonce qui a été faite que tout ceci ne va pas durer longtemps, lisez l'éditorial de The Economist de ce week-end. Ils disent Trump, il le disait samedi, dans la livraison de samedi, et il va annoncer l'arrêt du conflit très vite. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, parce que en réalité, personne ne peut se permettre dans cette affaire. Donc il habille la mariée. Qui que ce soit, ni les Iraniens, ni les pays du Golfe, ni la Chine. Non, intérêt. Voilà, qui a un intérêt au conflit. Le seul truc. Sauf les habitants iraniens qui sont servis, c'est ça. Et malheureusement, ils risquent d'être un peu sacrifiés. Le but de guerre, c'est quand même la question nucléaire, hein, par rapport à l'Iran. C'est ce qui guide le vrai sujet. Et le vrai. Confusion du. Le vrai enjeu pour les États-Unis, c'est quand même de gérer cette menace avec Israël et de la traiter correctement. Oui, avec une divergence de point de vue d'ailleurs sur le but de guerre. Oui. C'est pas tout à fait le même. Et bon, voilà. Donc, si ça c'est géré, voilà. Alexandre, en 10 secondes. Court ou pas court, pour des raisons qu'on évoque, qui ne sont pas liées qu'à la guerre, qui sont liées à une stratégie, à l'idée qu'il faut que l'économie continue à se développer et que là, elle est tout d'un coup à l'arrêt. Moi, je suis pas expert. En laissant les Iraniens sur le bas de la. Je suis pas expert en géopolitique, mais plutôt en relations sociales dans l'entreprise. Le fait est que je rejoins assez Jean-Christophe, et pour des raisons que Jean-Christophe vient d'évoquer, cette guerre ne peut pas durer. Il y a deux facteurs qui sont clés pour moi. Il y a la temporalité, on vient de l'évoquer. Il y a aussi la perception. Perception à laquelle Trump a répondu en donnant un message au marché très volatile de l'énergie, en annonçant que cette guerre n'allait pas durer. Je pense que on va la gagner. On va la gagner et elle ne va pas durer. Ça, on est sur le terrain de la perception. Et sur le terrain de la perception, je rejoins Marine. La perception de l'État français est aujourd'hui assez bonne et assez forte. Ne serait-ce que par l'envoi du porte-avions en Méditerranée et le sommet sur le nucléaire qui se tient ce jour, qui est essentiel dans le contexte que l'on vient de rappeler. Avec un discours du président de la République fort à l'occasion de ce grand rassemblement autour des enjeux du nucléaire. Merci Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal, qui voulait prendre la parole et qui s'est exprimée sur la place de la France. Merci à vous Jean-Christophe Sibéras, vous êtes le fondateur, le président de Newbridge. Merci Newbridges, à chaque fois vous m'avez repris. Et j'attendais que vous preniez Alexandre Lamy, avocat en droit social, et le think tank NEOS. Allez voir les travaux produits par NEOS. Merci à vous, merci à Nicolas Juchat, merci aux équipes. Merci à Pierre Loup à la réalisation, merci à Paul Osson, merci à vous qui nous regardez, merci, à très bientôt.